Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver ce mercredi soir pour notre rendez-vous sportif quotidien. Allez, sommaire. Au sommaire de ce numéro de la Grande Team, les nouvelles sportives d'ici et d'ailleurs, c'est dans LGT News. Football ivoirien, est-ce la fin du règne de la SEC et de l'Africa? On en parle en actu. Bonne émission sportive sur La 3, la chaîne qui offre 3 fois plus de sport. Voilà, nous serons ensemble pendant 1h30, oui, 90 minutes d'émission pour le décryptage de l'essentiel de l'actualité sportive. Et je serai bien sûr accompagnée de Clément, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Roger Stéphane, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Jean-Philippe, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Voilà, Clément, il faut être assez rapide. Voilà, il faut faire assez rapidement la transaction. Dagochal, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Voilà, alors Roger Stéphane voulait ajouter quelque chose. Non, il a fait un mauvais contrôle du ballon. Il n'a pas vite amorti le ballon, il n'a pas décalé vite. Le gars était en jeu. Dagochal, vous confirmez, non? Oui, parce qu'au football, tout est dans le contrôle. Voilà, tout est dans le contrôle. Donc franchement, Clément, la prochaine fois, il faut bien contrôler. Voilà. Voilà. Bon, le thème, le sujet, la question LGT de ce soir, football ivoirien. Est-ce la fin du règne de l'ASEC et de l'Africa? On parlera donc de ces deux grands clubs. Et pour participer à l'émission, vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99. Top départ avec LGT News. LGT News. LGT News. Football féminin à présent. La SEC Mimosa fait les choses en grand. Il n'y a pas que le football masculin à la SEC Mimosa qui est privilégié. La section féminine profite également d'un bon suivi en matière de communication. En témoigne cet extrait publié par la page officielle du club pour faire le point sur le déplacement des dames à Daloa où elles ont battu Sekala Sport 1-0. Calmer, mettez le ballon au fond. De temps en temps, on peut arroser sur le côté. Sur le côté, demandez. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas ce mouvement. Puis il faut remonter. Vous jouez trop derrière, remontez quand il y a le ballon. LGT News. De retour sur le plateau de la Grande Team, mais nous sommes en direct bien sûr sur la 3 jusqu'à 22h. Dans quelques minutes, dans le focus de ce soir, on parlera des éléphantos avec actuellement le championnat tournoi qualificatif de la CAN U17 UFOAB. Bon, les éléphantos qui se sont inclinés face au Ghana 5-1. Bon, une lourde défaite, on en parlera tout à l'heure avec les membres de la team. Pour l'instant, on fait le débrief des news. Clément, on commence avec vous. Oui, tout à fait. Je vais parler des Ivoiriens qui sont en Tanzanie, précisément de Nyanga FC, qui ont remporté le titre de champion de Tanzanie. On parle bien sûr de Zouzoua Pakom, on parle de Guédé, qui lui est ancien de Bassam, et de Lafat également, qui a rejoint les deux anciens de la SEC Mimosa, que sont Atoula et puis Zouzoua Pakom. Je pense qu'ils auront quand même contribué au titre de Nyanga, parce que quand on prend les statistiques, c'est quand même 9 buts et puis 3 passes décisives pour Zouzoua Pakom, qui était l'un des maîtres à jouer de cette formation de Nyanga. Et puis après, Guédé également, qui lui, après son passage en Turquie, va les rejoindre. Et puis, voilà, sur les 4 derniers matchs, il est monté en puissance pour permettre à Nyanga d'aller chercher ce titre-là. Je pense qu'il reste encore 3 journées. Nyanga a déjà plié les débats. Ils sont à 71 points. Azam, qui compte également un autre Ivoirien du nom de
Kipré Zouno, qui lui était un ancien du sol également, et en deuxième position avec 60 points. Et puis Simba de Kramo Aubin, qui lui aussi est un Ivoirien, l'ancien de la SEC Moza, qui vient en troisième position avec 57 points. Bravo aux Ivoiriens de Nyanga, parce que c'est la première saison et puis comme ça contribuer au titre de Nyanga, qui va remporter son troisième titre consécutif, qui assoit sa domination sur le championnat tanzanien. On espère qu'ils vont faire fort également lors des compétitions africaines. En tout cas, bravo aux éléphants, justement, aux Ivoiriens présents dans ce club, à savoir Zouzoua et Guédé. Oui, Dago Charles. Oui, non, je voulais juste leur dire merci et puis bravo également. Seulement, c'est dommage de voir que des talents, de si bons talents, voilà, se retrouvent dans ces championnats-là. Là où hier, tous ces Africains venaient jouer en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on voit nos talents ne pas aller en Europe, mais aller du côté de la Tanzanie. Moi, je trouve ça un peu désolant. Mais en même temps, ils nous font montre de leur savoir-faire. Et voilà, c'est plaisant de les voir être champions dans leurs différents pays. J'espère que bon, ils ont très bien fait un championnat, de sorte qu'ils puissent se retrouver du côté de l'Europe. Sinon, vraiment, ce n'est pas reluisant. Voilà qu'on a été parmi les premiers de voir des footballeurs ivoiriens professionnels se retrouver dans d'autres championnats. Franchement. D'accord, Dago Charles. Roger Stéphane, avec vous, on parle de Koné Ben Lassine. Oui, moi aussi, je vais m'intéresser à un jeune joueur ivoirien. Il s'agit du jeune Koné Ben Lassine qui évolue à Como du côté de la série B italienne. Son équipe vient de monter en série. Pas mal de très grands noms italiens sous la main va maintenant permettre aux garçons, après ces pépins physiques, de pouvoir évoluer à un niveau, je dirais, beaucoup plus élevé. Quand on voit son physique, mais on se dit que pourquoi pas dans la régularité, peut-être avec Faye qui a décidé d'ouvrir la sélection aux joueurs ivoiriens, surtout à ceux qui performent, pourquoi pas le voir bientôt en sélection nationale. Vous avez dit Frosinone, c'est ça? Oui, Frosinone. Ah, bravo. Frosinone. Oui, Dago Charles, Koné Ben Lassine. C'est une parole de plus pour moi, pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, parce que depuis, je pense, Magui Serge Alain, Dieu Serge, là, l'actuel entraîneur, l'ex-entraîneur de l'AFAD, Dri Romaric, on n'a plus de milieu de terrain gaucher. Voilà, et donc, je pense que c'est une palette de plus dont on a besoin dans l'entrejeu ivoirien. Et donc, pour moi, je suis déjà heureux que ce garçon-là, franchement, arrive à franchir tous ces paliers-là et se retrouve en série A. Parce qu'il faut se reconnaître que celui qui joue en série A, pour moi, il est vraiment au-dessus, il est plus ou moins au-dessus de ceux qui jouent en Ligue 1 française. Et donc, parce que la condition physique, le travail foncier là-bas est tellement lourd et puissant que ceux-là, on se souvient d'un Seko Fofana, lorsqu'il quitte l'Italie, il arrive en France, vous voyez comment il performe. Donc la condition physique, la préparation physique est tellement puissante que, en général, ces garçons, ils performent très bien lorsqu'ils jouent en championnat. Donc je suis heureux qu'on ait un milieu de terrain gaucher. Ça fait beaucoup de bien à la bande de FAMS. Clément, vous pensez pareil, hein? Oui, bien sûr. Je pense que le fait de monter en série A, ça va faire du bien aux jeunes hommes parce que, et puis je pense qu'il y a une place aussi à aller chercher dans ce compartiment-là, comme l'a dit Dago Charles, parce qu'un gaucher dans l'entrejeu, pour ceux qui ont fait les centres de formation, c'est quand même la lumière. Les gauchers ont tendance à être plus habiles que les autres. Ils ont cette élégance-là au milieu du terrain. Donc je pense que voilà, il peut apporter énormément également à la sélection si il remplit les critères du sélectionneur qui est le seul décideur, qui est le seul maître du navire. Donc je pense qu'à lui de travailler, comme l'a dit JP également, de revenir dans les meilleures conditions, parce qu'un joueur qui se blesse énormément également, je pense que ça peut être un obstacle à ce qu'on appelle tout ce qui est développement, même aux sélections également pour lui. Donc à lui de surfer sur ce moment positif là pour aller chercher pourquoi pas une place en sélection, pour aller pourquoi pas écrire son histoire aussi en série A. Donc on va le surveiller de près parce que dans ce secteur là on commence à galérer, on parle des gamins qui doivent revenir, on parle on cherche quand même la solution à Série Michael également. On parle des jeunes tels que Mao d'Angeles qui sont en train de monter petit à petit en puissance. Lui également, peut-être qu'il pourrait s'inviter à cette bataille-là pour aller chercher sa place. Et c'est ce qu'on va lui souhaiter parce que nous, on a besoin de concurrence pour avoir une équipe forte. Exactement, Clément. La question à LGT qui nous accompagnera tout au long de cette émission, je vous la redonne donc. Elle est formulée ainsi, football ivoirien. Est-ce la fin du règne de l'ASEC et de l'Africa?
Alors, pour participer à l'émission, vous pourrez nous appeler au 27 21 59 93 99, le numéro de téléphone de la 3, ou bien sûr, vous pouvez continuer de nous écrire sur la page Facebook de la 3. Et puis, dans quelques minutes, on parlera justement dans le focus du tournoi qualificatif de la CAN U17 UFOAB avec la prestation de nos éléphantaux U17. Pour l'instant, on marque une pause, le temps de la publicité, et on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de la Grande Team, bien sûr en direct, toujours sur la 3, accompagné de Jean-Philippe, de Clément, de Roger Stéphane et aussi de Dago Charles. Passons à présent au focus, oui, le focus de ce soir. Les éléphantaux ont effectué leur entrée en lice cet après-midi dans le tournoi qualificatif de la CAN U17 UFOAB face au pays organisateur, le Ghana. Les poulains de Diabaté Bassiriki se sont lourdement inclinés 1-5. Bon, une lourde défaite. Roger Stéphane. Non, j'avoue que je suis très triste là parce que je suis très malheureux avec ce résultat. C'est un très mauvais match. C'est un score humiliant, 5-1. On a senti peut-être un manque de fraîcheur physique sur ce que j'ai vu. Beaucoup de justesse technique, trop d'approximation dans le jeu des éléphants. J'ai vu des Ghanéens un peu trop forts pour nous. Ils étaient vifs, techniques, très bons. Ils ont mis de l'impact. Et puis, ils ont des joueurs qui avaient un certain niveau. Mensah a été très bon dans ce match. Le numéro 10, Ofori, a été excellent. Le numéro 12 également. Et surtout, Joseph Arbi, qui a fait un excellent match et qui a créé toutes les misères aux éléphantaux. On a pressé un peu entre la 60e minute et la 80e minute quand on était mené 4-0 et 4-1. Mais après ça, on n'a vraiment pas vu cette équipe des éléphantaux de Côte d'Ivoire. C'est un peu dommage. Moi qui y croyais beaucoup après le tournoi de Montaigu. On y croyait tous. Voilà, j'y croyais vraiment beaucoup. Malheureusement, je viens de me rendre compte qu'on avait un peu raison de s'inquiéter aussi parce que les réalités du football local, notamment de l'Afrique de l'Ouest, n'ont quasiment rien à voir avec le style de jeu pratiqué par nos amis du côté de Montaigu. Non, on a complètement loupé le match. Je dis tout simplement bravo aux Ghanéens qui ont été beaucoup plus forts que nous sur ce début de compétition. C'est un match complètement loupé, 5-1. C'est un score à oublier très très vite pour les éléphantaux. Oui, un score à oublier très très vite. Mais bon, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vraiment, c'est surprenant de voir cette très belle équipe des éléphantaux U17 qui nous a impressionnés justement au tournoi de Montaigu. Dago Charles. Écoutez, il n'y a rien de hasardeux au football. À Montaigu, ils nous fait bonne impression. On s'est dit que ces garçons allaient monter en puissance. Mais n'oublions pas qu'il y a eu une vie aussi après Montaigu. Ils sont revenus à Abidjan. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Est-ce que les entraînements seuls ont suffi? Est-ce qu'il y a eu des matchs vraiment amicaux, des matchs vraiment d'une certaine densité pour pouvoir leur permettre de monter en puissance face à cette équipe ghanéenne? Parce qu'on sait tous qu'en Afrique de l'Ouest ici, on a le Mali et le Ghana qui ont vraiment des belles équipes de jeunes. Ça, on le sait tous ici. Voilà. Et donc, pour moi, c'est dans le sens de l'apprentissage. Oui, on a été battu 5-1. C'est pas joli à voir, c'est pas intéressant. Mais ils sont encore jeunes, ils ont 17 ans. Voilà, ils apprennent. Le plus important, c'est que Bassiriki arrive à tirer le maximum de leçons de cette vitesse, de cette défaite. Et puis bon, ce n'est que le premier match, il me semble. Il reste encore des matchs. Un deuxième match. Il reste encore un deuxième match. Et donc, face au Bénin. Voilà. Et donc, on pourrait, pourquoi pas, capitaliser quand même. Nos erreurs. Sinon, les bonnes parties, comme Stéphane l'a dit, entre la 60e et la 80e. Si ce sont ces 20 minutes-là qui nous ont permis de retrouver un peu nos football, il suffit de les capitaliser puis pouvoir donner une bien meilleure copie face au Bénin. Mais ça reste un match de football. On peut perdre 5-1, c'est pas grave. Le Brésil a perdu 7-1 en Coupe du Monde à domicile. 2014. 2014, c'était pas la fin du monde. Et puis voilà. Donc, pour moi, il n'y a pas de quoi s'alarmer. C'est les jeunes gens. Si c'était en sélection A, oui, j'allais m'effondrer, comme c'est le cas de Roger Stéphane. Mais quand moi, je suis un supporter des éléphants. Quand c'est 17 ans, non, ils ne font qu'apprendre. D'accord. Voilà, le meilleur reste à venir. D'accord. En tout cas, Roger Stéphane est effondré. Oui, Jean-Philippe. Marie-Christine, moi, je m'interroge d'abord sur l'approche tactique de l'entraîneur. Parce que j'ai eu l'impression qu'à force de compter sur nos forces,
on a un peu négligé la correction de nos faiblesses. Lorsqu'on était à Montaigu, on avait la possession de balles. On faisait le jeu. On était offensif. On était les plus physiques. On était les plus dynamiques et les plus denses. Et on est sorti de ce tournoi de Montaigu-là en ne perdant aucun match. C'est juste le goal average d'un but qui nous a empêché d'aller en finale de cette compétition, je crois, face au Mexique, qui était remportée par la France. On revient ici au Ghana. On essaie de repartir avec la même base, les mêmes fondamentaux, comme a eu à le dire l'entraîneur, quand il dit en fin de match que les éléphants n'ont pas joué sur leur qualité, ils n'ont pas joué leur football habituel. Ça veut dire que depuis un certain temps, il y a une gamme qui a été travaillée, qui a été répétée pour que cette équipe soit dominante. Mais quand on va jouer une compétition comme celle qu'on constate ici, c'est une compétition à enjeu. Et quand on est dans une compétition à enjeu, le staff technique doit être beaucoup plus densifié avec des analyses vidéo, avec des préparateurs particuliers, avec des personnes qui vont passer leur temps à espionner, épier l'adversaire, savoir à peu près ce que cette équipe de Ghana nous prévoit faire, parce que c'est une équipe également qui a eu de la préparation. Est-ce qu'il y a eu des visionnages du jeu de ces garçons et surtout de certaines de leurs individualités? Quand on voit de la manière dont elles se sont baladées dans cette rencontre, il y a beaucoup d'interrogations à se faire. Donc je reviens sur ma conclusion qui faisait partie de mon introduction. J'estime que sur cette rencontre, puisqu'il y a un autre match, mais sur cette rencontre, sûrement qu'il n'y a pas eu un travail préparatoire d'analyse du jeu adverse, des joueurs adverses. On a voulu jouer sur nos propres qualité et ces Ghanéens-là nous ont montré la limite. Eux, ils ont suivi, ils ont dû suivre le tournoi de Montaigu. Ils ont dit étudier notre jeu, étudier nos joueurs pour mettre en place ce système-là. Je n'ai pas en mémoire d'avoir connu une équipe nationale U17 de la Côte d'Ivoire s'incliner comme ça ces dernières années, surtout au sorti d'un tournoi aussi magnifique. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que la fédération n'a pas mis les moyens pour avoir une équipe compétitive, puisqu'elle a participé à des tournois, elle a eu des regroupements. Donc, c'est au staff technique d'essayer de corriger ça. J'espère que face au Bénin, on va pouvoir refaire notre état et puis pourquoi pas espérer se qualifier pour la suite. Sinon, ça fera depuis 2013 qu'aujourd'hui que la Côte d'Ivoire ne participe plus à une Coupe d'Afrique des cadets. Et ça, c'est vraiment, vraiment dommage. D'accord. Une question pour vous, Clément. En tout cas, nous sommes très inquiets actuellement. Est-ce que les éléphantaux gardent intactes leur chance de qualification? Déjà une place en finale. Je pense que dans ce format-là, quand tu perds ton premier match, là, tu te mets automatiquement en difficulté parce qu'il faut le rappeler, il n'y a que 3 équipes dans la poule de la Côte d'Ivoire. Il y a le Ghana, le Bénin et puis la Côte d'Ivoire. Donc du coup, voilà, ils doivent battre le Bénin même pour soigner la différence de but. Il faut un score large, tout ça, parce que tu as pris 5 face aux Ghanéens. Donc, même si tu perdais 1-0, tu pourrais quand même garder tes chances. Mais là, prendre une raclée, je pense qu'ils ont oublié automatiquement la compétition. Quand moi, j'ai suivi la rencontre et on prend une formation d'abord qui a regardé les Ghanéens jouer parce que dans son 4-2-3-1, j'ai vu qu'ils étaient tellement bas, ils n'avaient pas envie d'aller chercher les Ghanéens. On prend le premier but ghanéen, l'alignement de la défense ivoirienne. Donc du coup, tu as l'impression qu'il n'y a pas de cohésion, qu'on a vu des garçons qui n'ont pas travaillé ensemble, qui se cherchaient sur le terrain, contrairement aux Ghanéens qui, eux, avaient cette cohésion-là, ils savaient ce qu'on faisait avec le ballon. Quand même, ils prennent des buts qui ont fait mal au mental ivoirien quand même à la 42e minute, juste avant la pause. Et puis quand ils reviennent des vestiaires, à la 50e minute encore, ils prennent un autre but. Donc je pense que voilà, ils doivent travailler énormément parce que ce qu'on a vu dans la grinta, dans l'envie, dans les courses vers l'avant également, les Ghanéens ont dominé tous ces secteurs-là, tous ces ingrédients-là. Voilà, on n'a pas vu des garçons qui avaient envie de jouer. Après, comme l'a dit Dago Charles, ce sont les jeunes. Moi, je n'aime pas trop taper sur les jeunes parce qu'on parle de l'apprentissage, mais on n'a pas reconnu les garçons. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Basri, le coach même de cette sélection-là, qui le dit à la fin de la rencontre. Oui. On va l'écouter même tout à l'heure. On va l'écouter effectivement tout à l'heure. Mais bon, déjà, pendant que le programme s'affiche, effectivement, le prochain dernier match de la poule A, ce sera face au Bénin. Ouais, c'est le samedi 18 mai à 16h GMT, comme ça a été le cas ce mercredi-là pour le pré-match. Donc ce match face au Bénin, peut-être que les Béninois sont beaucoup plus prenables que les Ghanéens. Des recommandations on connaît tous le football ghanéen. Les Ghanéens, ils sont très doués, ils ont des belles équipes de jeunes. On a un peu une obligation de résultats face aux Ghanéens. C'est de mieux jouer. C'est de mieux jouer face à l'équipe du Bénin, avoir une très bonne organisation défensive et puis être beaucoup plus précis. Parce que le numéro 9 ivoirien, Dosso Ibrahim, voilà, je l'ai vu, je ne sais même pas s'il joue avant-centre ou ailier, mais je l'ai vu dans son couloir gauche. Il a percuté énormément, mais il n'a donné aucun bon centre dans la surface de réparation. Donc, il y avait beaucoup d'approximations, comme je dis. Il faut corriger tout ça et puis remettre les garçons en confiance.
Parce que quand même, en ayant perdu le pré-match, ce n'est pas encore totalement fini. Ouais, c'est vrai qu'on est un peu dur là et un peu dessus, mais ce n'est pas encore totalement fini. Il y a un deuxième match face au Bénin. Il faut gagner ce match face au Bénin. Ensuite, il y aura un autre match entre les Béninois et Ghanéens. Les Ghanéens vont vouloir certainement confirmer, donc on aura une chance. Elle est toute mince, mais il y a une petite chance encore d'aller se qualifier pour les demi-finales et pouvoir si on va atteindre la finale. Mais il faut vraiment rectifier le tir. Bonne organisation défensive, mieux organisée au milieu de terrain qui a complètement inexisté face aux Ghanéens cet après-midi et peut être beaucoup plus précis, plus clinique sur le front de l'attaque avec nos garçons et un bon discours pour remotiver le groupe rapidement avant le match contre le Bénin. Je pense qu'on est capable d'aller chercher un résultat face aux Béninois. En tout cas, face au Bénin, il faut absolument une victoire. Le sélectionneur Diabaté Bassiriki s'est exprimé à la fin du match. Voici ce qu'il en dit en substance sur la page Facebook de la FIF. Bon, il nous dit: il faut dire que nos garçons ont été méconnaissables, ils n'ont pas joué leur football habituel. Certainement, l'enjeu et la pression ont tué notre jeu. Au-delà du score, les garçons ont totalement déjoué. Certainement, l'enjeu et la pression ont pesé lourd sur leurs épaules, de sorte qu'ils sont sortis de leurs principes habituels et de leur zone de confort. Avant de se projeter sur le Bénin, il faut comprendre les causes profondes de la défaite de cet après-midi. Après cette analyse, on va se projeter. Alors, Dagochal, impression sur les mots de Bassiriki. Je suis entièrement d'accord avec lui. Ça veut dire que voilà, il réalise que ces garçons sont passés à côté de leur sujet. Et à froid, ce qu'il dit là, ça montre quand même que lui-même il réalise que ces garçons n'ont pas été dans le match. J'ai dit tantôt, après Montaigu, ils sont arrivés. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Est-ce que c'était seulement des matchs amicaux, des préparations comme ça? Parce que c'est des choses qui, au finish, surprennent un peu les uns et les autres ou les joueurs au cours des compétitions. C'est ce qui amène les uns et les autres à dire que soit c'est l'enjeu qui tue le jeu en général. Et donc, si ces garçons-là, après Montaigu, sont vus trop beaux, peuvent passer à côté de leur sujet face aux Ghanéens. S'ils se sont vus, c'est vrai, c'est trop beau, mais pensant que rien ne peut leur arriver, ça aussi, ça peut les surprendre. Maintenant, le coach va s'asseoir avec eux, et puis ils vont discuter. Il va revoir le match. Auria parlait il s'interrogeait si la fédération ivoirienne de football avait mis tout ce qu'il fallait, c'est-à-dire en termes de staff technique. Non, je pense que la question n'est pas là. La question n'est pas là. Les garçons sont passés à côté de leur sujet. Au football, il arrive souvent que même les plus grands passent à côté de leur sujet. Ouais. Je dis bien à côté, complètement à côté. Voilà. Et donc, oui, ils sont passés à côté de leur sujet. À froid, il analyse bien. À lui maintenant de savoir remonter les bretelles à ces garçons. D'accord. Voilà. Et puis tout de suite, voilà, on revient dans la partie face au Bénin. Mais quand même, cher René, est-ce que quand on a eu 17 Ivoiriens, on est vraiment les plus grands? Depuis 2013, depuis 2015, on n'a pas encore participé à cette CAN. Ouais. On est régulièrement éliminé. Mais par contre, ce que le sélectionneur dit, c'est que les enfants sont sortis de leur jeu habituel. Il dit qu'ils ont déjoué. Ouais. C'est un peu en contradiction avec Jean-Philippe qui souhaitait qu'on joue en fonction de l'adversaire en ayant observé. Est-ce qu'à 17 ans, on joue vraiment selon l'adversaire? À 17 ans, on joue son football, on joue son génie. Nous, on a une façon de jouer, on a une façon d'être qu'on a pratiqué à Montaigu. Malheureusement, on ne l'a pas bien fait. On ne l'a pas fait face aux Ghanéens. Et l'entraîneur le reconnaît. Les garçons ont déjoué. Ils sont sortis de leur style habituel. Ils ont joué contre nature. C'est un peu dommage. Mais il faut se ressaisir rapidement face à l'équipe du Bénin. Oui, Jean-Philippe. Oh, ils disent que c'est contraire à ce que j'ai dit. Mais ce que j'ai dit est quand même assez clair. Il a souhaité qu'on joue comme d'habitude. Comment est-ce qu'on a joué? Il ne l'a pas dit. Quand il dit que les garçons ont déjoué, quel était son plan tactique? Il ne le dira pas. Voilà, c'est ce que lui peut dire pour expliquer cette défaite. Nous, on ne fait que faire un constat. Si les garçons n'ont pas été capables de pouvoir réciter leur gamme, c'est parce qu'en face, il y a des garçons qui les ont privés de ballon. Et ça, c'est une évidence. D'accord. Si l'entraîneur met en place un style de jeu où on doit être l'équipe dominante et qu'on ne peut pas dominer, on va subir. Et s'il n'a pas préparé son équipe à défendre, quand elle tombe face à une équipe qui a une meilleure possession de balle qu'elle, ben voilà ce que ça donne. Pour terminer, on a vu le Real de Madrid contre l'équipe de City ici. Le Real, c'est une équipe dominante, mais face à City, Carlo Ancelotti a dit la seule manière de les battre, c'était de jouer comme on a fait, c'est-à-dire garer le bus. Donc on s'adapte. Maintenant, est-ce qu'on va se cacher derrière l'argument de dire est-ce qu'à 17 ans, on doit être beaucoup plus tactique? C'est ça la question. Si à 17 ans, on n'est pas tactique,
C'est qu'à 19 on ne le sera pas. À 20, on va avancer avec des carences et des lacunes. Non, c'est pas D'accord, ça. bon, c'est l'avis de Jean-Philippe. Messieurs, Clément, on va vous écouter, s'il vous plaît. On revient donc sur les propos du coach Bassiriki. Est-ce que c'est de nature à rassurer pour la suite? Ouais, je pense que c'est un peu inquiétant quand même, parce que quand tu as travaillé avec un groupe et quand tu viens dire que le groupe a déjoué, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. Parce que tu as fait des semaines de stage. Donc normalement, tu dois retrouver ce que tu as travaillé. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on n'a pas retrouvé la cohésion. Pourtant, en défense, sur les 4 défenseurs, tu as au moins 3 joueurs de la SEC. Tu as Sia qui était arrière gauche, tu as dans l'as Zongo et puis tu as Vaboué qui était à droite. Après, au milieu, en attaque, tu as 2 joueurs de la SEC. Et puis tu as quand même dans le milieu, tu as un joueur de Volcan Junior et en attaque également, tu as un joueur de Volcan Junior. Donc du coup, tu as des garçons qui ont l'habitude d'évoluer ensemble. En plus de tes stages, normalement, tu dois trouver la cohésion. Ce qui dérange, ce n'est pas le score, mais la manière de perdre. Il n'y a pas eu d'envie, il n'y a pas eu de motivation. Quand le coach me dit, quand on ne met pas trop de pression sur les jeunes gens, ça veut dire qu'il n'y a pas un staff, il n'y a pas de psychologue, parce que les U17, on leur dit prenez du plaisir à jouer. On ne parle pas de cette pression, non, parce que ce sont les jeunes joueurs. Si on veut parler de pression, ça veut dire qu'on va les critiquer énormément comme les A. Eux, on leur demande de prendre du plaisir, jouer au football, parce que vous êtes là pour répéter ce que vous avez appris. Après, je pense que chacun vient défendre également le maillot de sa sélection, donc il faut mettre un peu d'envie comme le Ghanéen. Voilà, donc je pense qu'avec l'envie, et puis il faut peaufiner les choses, avec l'efficacité également devant de Dosso, l'attaquant de la SEC, je pense qu'on peut aller chercher quand même. Très bien. En tout cas, messieurs, revoyons ensemble les actions de ce match entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Here is Adjevi. Sapon. Ayamga. Chance for Ghana, and it's a brilliant opening goal. Joseph Nabi puts the Ghanaians ahead. Joseph Nabi opens the scoring at the Waffle Zombie Under 17 Championship Ghana 2024. It's the Black Stars of Ghana 1, the Baby Elephants of Cote d'Ivoire. Neil, this is the build-up to the goal. And it's Ayamga, just look at that, Sapon just tapping the ball to him, Ayamga spotting the run of those 2 players and just lobbing it over the defense of the Ivorians and calling for offside appeals, but those players were onside. Shot for Ghana. Joseph Nabi again puts the Ghanaians through for the second time in the game. That was a powerful drive, and this one might just take the Ghanaians to the next stage of the competition. They have 1 game to go and some more minutes to play in the second half. But 2-0 on 42 minutes is a healthy lead for the Ghanaians. It's looking too easy for the Ghanaians, but then Luka Nabi lurking around the 18-yard box. He knows he has that diminutive figure. That's the throw-in from Amoa. Well controlled by Mensah. Brilliant play on his weaker right foot. He's getting his spot on. That's awesome from the Ghanaian midfielder. He's been the brightest spot, to be fair, to all the other players in the Ghanaian team today. And he's crowned his evening with a wonderful finish. Ghana 5, Cote d'Ivoire 1. You know, there was no way Kwasi was going to take that one. Absolutely no chance at all. What a player he's been. Kagawa Mensah. Voilà, Ghana 5, Côte d'Ivoire 1. Voilà. Ça fait ça fait mal. Sur les images qu'on vient de voir là, il y a eu beaucoup de... Ouais, mais quand même sur les images qu'on voyait beaucoup d'erreurs défensives. Oui. Sur le premier but, il y a un ballon dans le dos de la défense. Sur le deuxième but, il y a un renvoi de la défense dans l'axe. Sur le troisième but, il y a une frappe, il y a un ballon qui est pris, frappe tout seul à l'entrée de la surface. Bon, c'est beaucoup d'erreurs défensives. Je pense qu'il faut corriger tout ça avant le match face au Bénin. On espère que ça sera corrigé, en tout cas avant le match face au Bénin qui aura lieu samedi à 16h. On est mercredi et mercredi, bien sûr, on a les stats du jour. On y va. On y va à 50. Le Bayer Leverkusen a enregistré le week-end dernier son 50e match sans défaite de la saison, soit 41 victoires et 9 nuls. C'est la plus longue série d'invincibilité, de l'histoire, au départ d'une saison dans tous les championnats européens, toutes compétitions confondues.
34. La Liga 2023-2024 est le 34e trophée glané par Florentino Pérez à la tête du Real Madrid. Cette performance fait de lui le président le plus titré de l'histoire de la Maison-Blanche. 12. Le Stella Club d'Adjamé compte 12 victoires après 27 matchs. C'est le 3e meilleur total cette saison en Ligue 1. Les Magnans sont 6e au classement général à 5 points du podium. Bon, messieurs, est-ce que c'est l'année du Bayer Leverkusen? Oui, Jean-Philippe. Mais je pense qu'ils sont en train de réaliser quelque chose d'absolument incroyable. C'est vrai, le précédent record était de 48 matchs sans défaite. Il était détenu par l'équipe de Benfica. On vous parle des années très antérieures du siècle dernier. Et un peu plus récemment, l'équipe qui a réalisé un sans faute en championnat, c'était du côté de l'Angleterre, avec l'équipe d'Arsenal, où il y avait encore un Ivoirien en la personne de Kolo Touré. Ce que cette équipe réalise est magnifique. Ça éclipse même une autre performance réalisée par un grand club européen, par exemple le Real Madrid, qui a joué toute la saison, qui a perdu un seul match en championnat, et je crois en Champions League même qui est pratiquement invaincu. Donc, quand on voit ce que Xabi Alonso est en train de réaliser cette saison avec une équipe du Bayer Leverkusen qui n'était même pas attendue à ce niveau-là dès l'entame des compétitions, on ne peut que féliciter ce monsieur, ce grand entraîneur qui a su consolider et mettre en place un très grand groupe. Même quand on se dit que ça ne va pas tenir, cette équipe-là tient. Et moi, je fais un petit clin d'œil quand même à nos représentants africains au sein de cette équipe. Ça fait toujours plaisir de voir le continent africain représenté dans ce genre de performance. Je pense à Tapsoba, je pense entre autres à Boniface, je pense à Kosonou, je pense voilà, Adli, le Marocain, et puis bon, au capitaine aussi, même s'il joue pour l'Allemagne, dont on aurait aimé le voir en équipe de Côte d'Ivoire, Jonathan Tah. Et la force de cette équipe, qu'est-ce qui fait la force de cette équipe d'Agosha? Moi, je pense que c'est le groupe. Parce que quand tu as vu tous les résultats de ce groupe-là, enfin, sur toute la saison, c'est vraiment l'ensemble de l'équipe qui a bien performé, qui a bien fonctionné durant toute la saison. Voilà, avec un super milieu de terrain qui est resté constant. Et puis en même temps qu'eux, ils sont en train de performer, les deux autres grands du championnat allemand étaient en train pratiquement de s'éclipser. Quand tu prends le Bayern de Munich, c'est vrai, à miser un peu tout sur la Ligue des Champions pendant ce temps en championnat. Bon, ils n'ont pas fait grand-chose. Et puis Dortmund également. Et donc, ces équipes n'ont pas su faire les bons choix. Et pendant ce temps, Bayern Leverkusen a su faire les choix qu'il fallait. Et puis l'équipe est beaucoup plus jeune que l'équipe de Bayern de Munich qui a l'habitude de gagner ce championnat-là. Sinon, pratiquement tout sur la saison. Et donc, quand on a une équipe jeune qui est restée ensemble pendant près de 2-3 ans, en général, on a une super équipe. Et puis un entraîneur, jeune entraîneur, Xabi Alonso, jeune entraîneur, voilà, qui lui aussi vient aussi pour bouleverser les donnes en tant qu'entraîneur, tel que l'ont fait, enfin, ils sont en train de le faire. Pratiquement tous les jeunes entraîneurs, je parle de Klopp, Guardiola et autres, tous ils sont en train d'apporter une touche spéciale, franchement, depuis qu'ils sont entraîneurs. Et c'est ce qui, Xabi Alonso, grand milieu de terrain à l'époque, est en train de réussir. Avec Real, Bayern. Voilà. Donc, quand on a un tel entraîneur qui peut aussi vous permettre de vous bonifier et autres, c'est clair qu'à un moment donné, les choses peuvent marcher. D'accord. Donc, et puis quand on connaît le championnat allemand en lui-même, qui était un championnat très ouvert. Et donc, voilà, les choses ont été bien pour cette équipe. Et puis, en tout cas, bravo au groupe de Cotonou. Oui, Roger Stéphane. Non, je voulais faire un clin d'œil à Xabi Alonso, leur entraîneur, qui était annoncé sur le départ. Beaucoup l'annonçaient à Liverpool pour remplacer Jürgen Klopp, qui va faire une légère pause. Finalement, il a renouvelé pour un an avec l'équipe de Leverkusen. Je pense que c'est l'homme fort de cette équipe véritablement. Parce que lui, il a joué dans de très grands clubs et il a côtoyé de très grands entraîneurs. Il a joué au Real de Madrid. Il a été très bon titulaire. Il a joué au Bayern. Il était titulaire. Il a joué à Liverpool. Il était titulaire. Ensuite, il fait ses gammes. Donc, finalement, un garçon comme ça, quand il prend une équipe, il transmet son style, sa personnalité à l'équipe. C'était un bosseur dans le milieu de terrain. Et cette équipe de Liverpool, c'est un formidable milieu de terrain qui s'appuie sur une défense à 3, qui par moment devient une défense à 5. Et dans cette défense, vous avez Tai, Tapsoba, qui sont des internationaux burkinabés et allemands. Vous avez Boniface, le front de l'attaque. Vraiment, c'est une très belle équipe, un milieu très
travailleurs. Et ça, c'est la griffe de Xavi Alonso, qui était un milieu de terrain redoutable et qui a réussi à transmettre ça à cette formation. C'est 33 matchs en championnat sans défaite au niveau de la Bundesliga. Ça, il faut le faire. Bravo à Cotonou et à sa bande. Oui, Clément, on vous écoute. Ah ouais, je suis quand même heureux pour cette formation de Leverkusen parce que je pense qu'ils réussissent quand même à vaincre la malédiction de 2002 où ils étaient partis pour remporter la Champions League. Ils vont perdre au finish face au Real Madrid. Ils étaient partis pour gagner le championnat à 5 points. Ils avaient 5 points de plus que le Borussia Dortmund à 3 journées de la fin. Ils vont laisser filer le championnat. Ils étaient partis pour gagner la coupe également. Ils vont laisser filer cette coupe-là. Et même Balak, qui était parti pour gagner, pour être meilleur buteur du championnat à la dernière journée, il va perdre également. Donc je pense que je suis tellement heureux. Alors on parlait de cette malédiction-là. Heureusement que Xabi Alonso, il est là. Je pense qu'ils ont un groupe qui est très très jeune quand même. Florent Wirtz, qui est l'un des meilleurs jeunes actuellement devant. Ils ont fait quand même la bonne opération en allant chercher à Saint-Gilloise Boniface, le Nigérian, donc, qui a mis beaucoup de buts également. Et puis derrière, cette solidité-là, le 3-5-2 qui est capable de passer à 5 derrière, comme l'a dit Roger Stéphane, Tapsoba également, qui savent ressortir le ballon, même Cotonou également. Donc je pense que c'est un collectif. Mais quand Boniface n'était pas là, on n'a pas senti l'absence de Boniface également. Donc bravo à Xabi Alonso qui fait le mix des entraîneurs qu'il a connus, que ce soit Ancelotti, que ce soit Pep Guardiola également. Donc je pense qu'il va devenir un formidable entraîneur. D'accord. Et en avance, on a Florentino Pérez. C'est-il le meilleur président de l'histoire du Real Madrid? Oui, Jean-Philippe. Bon. Tu as été précis. Ça va. Je me suis pas précipité. Allez-y, je vous laisse la parole. Allez-y, Jean-Philippe. Pour quelqu'un qui adore le rouge et le bleu, ça m'étonnerait qu'il se précipite pour parler de Pérez. Et donc, Pérez, je dirais simplement que c'est difficile de le définir parce qu'il marche dans les pas d'un ancien très grand président qui est Santiago Bernabéu. Et on a comme le sentiment que quel que soit ce que Pérez fera, il ne pourra pas dépasser le maître, celui qui l'a inspiré, qui est Santiago Bernabéu. C'est lui qui a lancé les jalons de ce Real Madrid moderne, qui était le premier à transformer le stade qui porte son nom, qui a été celui qui a mis en place les fondements du développement du club. Et je dirais en successeur digne de ce nom et un magnifique manager, parce que c'est un manager d'une très grande entreprise de BTP. Il a poursuivi cette œuvre-là sur la philosophie du club, qui est le madridisme, avec un réajustement de la politique du club lorsqu'il s'est rendu compte que l'adversité avait changé, était devenue beaucoup plus féroce avec l'arrivée des États-nations dans le football. Il s'est rendu compte qu'il fallait revoir la stratégie du club contre même... je dirais, les habitudes, en allant recruter les jeunes pépites. Aujourd'hui, on peut le dire, c'est vrai, du point de vue du palmarès, il n'a rien envié au plus grand des grands. Ouais. Et peut-être que c'est à la fin, lorsqu'il partira, que de manière unanime, on va reconnaître que c'est le meilleur. Mais en tout cas, il a une place de choix dans le panthéon du club. Et si ce n'est le meilleur, il est au pire des cas le second, derrière le grand Santiago Bernabéu, mais c'était très grand président. D'accord. Et l'avis de Dago Charles maintenant? Non, écoutez, moi, je ne voulais que le féliciter. C'est ça aussi la marque des grands. Savez-vous, on nous dit généralement que la politique menée en amont donne ses résultats en aval. Quand tu vois sa politique, sa façon de gérer cette équipe du Real Madrid, il ne se précipite pas dans ses choix, dans ses recrutements. Il fait toujours des recrutements judicieux, des choses qui sont toujours intéressantes pour ce club-là. Et puis même quand en championnat, l'équipe est ébranlée, je parle du moment où il perdait un peu le championnat face au Barça, il restait constant en Ligue des Champions. Parce que les socios devraient toujours être présents dans les grands rendez-vous. Et avoir un tel président, pour moi, c'est vraiment du bonheur. Voilà, parce que qu'est-ce que les supporters gagnent en réalité en retour? Ce n'est que le bonheur que leur offre leur équipe. Et un président comme Florentino Pérez donne tout ce bonheur-là aux supporters du Real Madrid. C'est pour ça que Tchétché Aimé, Ouria et autres, là, bon, ils se pavent dans la rue. En disant aux autres qui font des grands du Real Madrid, ils n'arrivent plus à respirer. Voilà. Donc, en tout cas, bravo Florentino Pérez. Oui. Et puis j'espère qu'avec lui, en tout cas, bon, Kyo Tianassis va rentrer dans ses pattes.
D'accord. En tout cas, on attend aussi la grande finale de la Ligue des Champions, Real Madrid, Dortmund. Voilà. Et puis, on a le Stella Club. On parle des performances du Stella. Oui, rapidement. Le Real est favori. Est-ce qu'il est obligé de parler du Real? Est-ce qu'il est obligé? Sébastien Haller va marquer. Donc, bon, le Stella maintenant. Celui qui a supporté Real sur ce plateau, sur cette finale. Alors, sur le Stella, mais est-ce que c'est quoi? C'est 12 victoires? Oui. Oui, garde à celui qui a supporté Real sur le plateau face à Dortmund. Stella Club, Roger Stéphane. Alors, mais le Stella, c'est 12 victoires, mais ce n'est pas vraiment une performance extraordinaire pour le Stella Club. Le Stella est 6e avec 41 points. Ils sont à 13 points du leader qui est FC San Pedro. FC San Pedro a 17 victoires. RCA, Stade, ASEC, 13 victoires. Et le Stella a 12 victoires pour 10 défaites. Ce n'est pas extraordinaire pour cette équipe du Stella Club d'Abidjan. Non, moi je trouve que le Stella fait un peu du surplace. Je suis d'accord avec toi. Le Stella Club d'Abidjan fait du surplace. Le Stella devrait être l'un des clubs les plus puissants, aujourd'hui du football ivoirien. Le dernier titre du Stella remonte à 1984. Ça fait 40 ans. 40 ans. Je trouve que ce n'est pas le Stella Club d'Adjamé, ça. Que la famille du Stella m'excuse, mais moi, je suis foncièrement déçu de cette équipe du Stella. C'est vrai que le Stella n'est pas le Real de Madrid, mais il aurait pu être l'Atlético de Madrid du football ivoirien quand même. Donc, il faut que le Stella se réveille pour faire comme la SEC, pour faire comme San Pedro. Clément. Voilà, il faut que le Stella, le Stade, il faut que ces équipes-là se réveillent. C'est des clubs mythiques. Juste pour ajouter un truc à ce que j'ai. Oui, rapidement, on doit écouter Clément aussi. On parle il faut vraiment que le Stella s'il vous plaît, messieurs. Ce qui nous fait mal oui. en plus, c'est le fait que le Stella soit dirigé par des grands footballeurs. Parce que l'ex-président du Stella, le président actuel de la Ligue professionnelle, est un ancien footballeur. Quand tu prends l'actuel président délégué, René Maxime, un ancien international footballeur. Donc on ne peut pas voir ces footballeurs-là autour de cette équipe-là, qui jadis a été quand même un club mythique, qui a joué la Coupe d'Afrique, qui a même remporté une Coupe d'Afrique, je crois. Et puis, franchement, et puis nous dit ce soir là, Marie-Christine, 12 victoires. 12 victoires, 6 défaites. Et tu penses que nous on va insister sur les 12 victoires? Non, nous on va rester sur les 12 défaites. D'accord, il n'y a pas de problème. Voilà. Carton jaune d'Ago Charles et carton jaune aussi, Roger Stéphane. Bon, pour l'instant, c'est vrai que 40 ans après, est-ce que c'est possible, Clément, que le Stella Club puisse remporter le trophée? Il faut que je sauve le Stella parce que le Stella est attaqué par Dago et puis Roger Stéphane. Je pense que, contrairement aux années précédentes où ils étaient quand même en difficulté, ils réussissent quand même à respirer un peu cette saison-là. Ils sont 6e, ils ont 41 points, ils sont à 5 points de la 3e place détenue par le Stade Abidjan. Donc je pense que mathématiquement c'est encore possible parce qu'il reste quoi? Il reste 3 journées, donc il reste 9 points pour cette formation du Stella à aller chercher. Après je pense qu'il y a quand même un boulot qui est en train d'être fait par Rigo. Rigo, on sait qu'il a déjà gagné ce championnat avec le CW Sport. Il a fait finale de la Coupe de la Confédération en 2013 également avec le CW Sport. Donc il arrive à faire progresser beaucoup de jeunes joueurs dans cette formation du Stella qui a l'un des meilleurs joueurs du championnat actuel, qui est Awa Jean-Charles, qui porte cette formation du Stella. C'est lui qui ne fait que scorer à chaque rencontre. Donc, je pense qu'ils ont cette possibilité-là d'aller chercher une place africaine. Après, je pense que quand on prend aussi le rythme imposé par le Stade Abidjan, par le Racing Club d'Abidjan, ça sera très très difficile pour eux, d'afficher cette régularité-là pour aller chercher cette place-là. Après, là où je rejoins également les deux, il faudrait que les autres formations du pays se réveillent, à aller chercher les noms tels que la SEC Moza, aller bousiller ou encore titiller l'histoire des formations telles que l'Africa Sport, voilà, pour nous offrir quand même un championnat très très passionnant. D'accord. De toute façon, aujourd'hui, on parlera justement de l'ASEC et de l'Africain avec la question LGT, football ivoirien. Est-ce la fin du règne de l'ASEC et de l'Africa? Petite pause et on poursuit dans quelques secondes. À tout de suite. On démarre le sujet principal de l'actu de ce soir avec la question LGT. Déjà, le téléphone est ouvert pour vous permettre bien sûr de participer à l'émission, très chers téléspectateurs. La question, football ivoirien, est-ce la fin du règne de l'ASEC et de l'Africa? Le 27, 21, 59, 93, 99. Direction l'actu.
Après près de 3 décennies d'hégémonie sur le football ivoirien, l'ASEC Mimosa et l'Africa Sport font face à une rude concurrence ces dernières années. Est-ce la fin du règne des Mimos et des Aiglons sur l'échiquier national? On regarde d'abord cet élément préparé par la rédaction et après on revient sur le plateau pour en parler. Les 4 clubs historiques, encore appelés barons du football ivoirien, à savoir la SEC Mimosa, l'Africa Sport, le Stade d'Abidjan et le Stella Club d'Adjamé, n'ont plus pignon sur rue sur l'échiquier national. Celui-ci connaît une profonde mutation cette dernière décennie. Entre 1985 et 2011, la SEC Mimosa et l'Africa Sport se sont partagés tous les titres de champions de Côte d'Ivoire, 17 pour les Mimos et 10 en faveur des Aiglons. Cette hégémonie a été brisée en 2012 par le Sewi Sport de San Pedro. Depuis lors, l'AS Tanda, la société Omnisport des armées SOA et le Racing Club d'Abidjan RCA ont été également sacrés. Le constat est que l'Africa Sport est rentré dans les rangs et lutte pour sortir de la Ligue 2. Son dernier trophée, une coupe nationale, remonte à 2017. La SEC Mimosa, elle, reste sur 3 titres consécutifs en Ligue 1, mais sa domination n'est plus totale. On assiste aussi à un retour au premier plan du Stade d'Abidjan et du Stella Club d'Adjamé après de nombreuses années passées en 2e division. Cependant, le fait le plus notable est l'apparition de clubs émergents que sont le FC San Pedro, le Racing Club d'Abidjan, la SOA et à un degré moindre la FAD. Ces écuries ont mis en place une organisation moderne et disposent d'infrastructures propres qui leur permettent de tenir la dragée haute aux barons du football ivoirien. Avec les exigences de la licence club, la concurrence pourrait s'avérer plus rude pour le binôme ASEC Africa les années qui viennent. Allez, on ouvre donc le débat, messieurs, la question LGT. Est-ce la fin du règne de l'ASEC Mimosa et de l'Africa Sport sur le football ivoirien? Oui ou non, s'il vous plaît? Non pour Clément, non pour Roger Stéphane, non, non pour tout le monde, voilà, sur le plateau. D'accord, Jean-Philippe. Marie-Christine, moi je pense que déjà, comment ces équipes-là ont réalisé ce qu'elles ont pu réaliser pour qu'elles puissent établir une hégémonie. Parce que quand on parle de la SEC et de l'Africa, les 2 équipes aujourd'hui ne sont pas dans la même ligue. Mais on les reconnaît comme étant les 2 meilleures formations du pays. Il y a d'abord le palmarès qui fait partie de l'histoire. Ce sont des équipes qui ont écrit les légendes du football ivoirien, tant sur le plan national que sur le plan continental. 2 formations qui ont remporté des trophées continentaux, 2 formations qui trônent aux premières têtes du classement des compétitions locales. Et pour terminer, je dirais le grand engouement qu'elle suscite au niveau des supporters. Donc, si vous êtes un club émergent, un club naissant, que vous avez une victoire et que vous n'avez pas capitalisé cette victoire-là sur la scène continentale, vous n'avez pas capitalisé cette victoire autour de votre communauté, vous n'arrivez pas également à la capitaliser de toutes les manières possibles, on ne peut pas parler d'une lutte que vous faites avec ces 2 géants du football ivoirien. L'équipe qui aurait pu, à mon sens, intégrer, je dirais, ce panthéon-là, c'est la formation du FC San Pedro, qui après avoir réalisé un doublé sur le plan local, est allé jusqu'en finale d'une Coupe africaine face au grand Al-Ali du Caire. Mais après la défaite et la vente de tous les grands joueurs de cette équipe, elle se retrouve aujourd'hui, elle va en 3e division. C'est dire, c'est une question de vision. Moi, c'est vrai, il y a des formations comme le FC San Pedro aujourd'hui. Il y a une équipe comme le Racing Club d'Abidjan qui, au-delà du travail qui est en train d'être fait sur le terrain, fait un travail de mobilisation dans sa zone. Elle veut créer une véritable communauté de supporters à travers la plus grande commune du pays qui est Yopougon. Dans quelques années, peut-être, cette équipe va essayer de titiller ces 2 grands-là qui ont une assise nationale et internationale. Mais si la question est posée aujourd'hui et qui est de savoir quelle équipe qui peut remettre à mal l'hégémonie de ces 2 équipes-là, moi, je n'en vois pas aujourd'hui, ni si les 5 prochaines années. Peut-être après, s'il y a une décrépitude au niveau d'une de ces formations, on pourrait avoir un nouveau derby, parce que les derbys à SEC Africa, c'est pas pour demain qu'il va mourir. Et donc, si ce derby-là garde toujours sa même ferveur, c'est pas pour demain que ces 2 équipes perdent leur hégémonie. D'accord, c'est donc non. Pour Jean-Philippe, écoutons l'avis de M. Ali qui nous appelle de Bingerville. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, Marie-Christine Bézet. D'accord, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et puis, on vous écoute. Est-ce la fin du règne de l'ASEC Mimosa et de l'Africa Sport sur le football ivoirien?
D'accord, merci pour la question. Je salue sur le plateau. Bonjour, monsieur. Bon, je dirais non. Oui. Allô? Oui, on vous écoute, non. oui. D'accord, pourquoi non? D'accord. Je dirais non parce que le football aussi a des enjeux. Il y a d'autres aussi qui seront en compétition, donc au fur et à mesure que ça passe. Voilà, certains aussi démontré comment des fois qu'ils ont évolué aussi et puis envoyer la concurrence aussi dans les championnats. Mais je vois que les années à venir, les Africains et la SECO qui vont recevoir plein encore le football ivoirien. D'accord, ok. C'est bien noté. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Merci beaucoup. Dago Charles aussi qui nous a dit non. Donc si vous pouvez argumenter s'il vous plaît. Non, je ne pense pas qu'il y aura demain encore une équipe qui pourra rivaliser, sinon atteindre la SEC et l'Afrique. Je ne crois pas, même d'ici 50 ans, je ne crois même pas. Quand on prend un club comme la JCA, c'est le premier club de Côte d'Ivoire. La JCA, c'est quoi? C'est Trècheville. Il n'y a aucune affiliation, aucune filiation oui. entre la population de Trècheville et la JCA. La SEC et l'Afrique sont des clubs qui ont été créés sur un certain nombre de choses. Je parle d'une base culturelle, ethnique, régionale, affaires. Il y a plein de choses qui entrent en ligne de compte dans leur création. Donc quand tu prends ces deux clubs-là, ce n'est pas des clubs, pas parce que la SEC ne gagnera pas le titre ou l'Africa ne gagnera pas le titre et qu'un club comme RCA qui va rester à Yopougon, même 20 ans, vous ne verrez pas 1000 supporters de RCA à Yopougon. Ce n'est pas possible parce qu'à Yopougon, tu as déjà toute la zone ouest qui est à 50% supporters de la SEC ou de l'Africa Sport. Voilà. Dans ce pays-là, quand nous jouons le championnat à l'époque, tout le monde essaie d'abord de supporter de la SEC ou de l'Africa. Et puis après, les gens, maintenant, cherchaient à aller, ceux qui étaient déçus, allaient soit au Stella, soit au stade, et puis ainsi de suite. Voyez-vous, donc je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on peut même s'interroger sur une question, une quelconque hégémonie que pourrait perdre la SEC ou l'Africa Sport. C'est vrai que Tanda a eu à être champion, est parvenu à être champion 2 fois consécutivement. Mais où est Tanda aujourd'hui? Parce que ce n'est pas un club qui est assis sur une véritable base culturelle. Ce n'est pas possible. Quand tu prends un club comme le Sewe Sport San Pedro, dont tu as parlé, Oria, il est où aujourd'hui? Parce que ce n'est pas assis. Voilà, elle n'a pas, enfin, ce club n'a pas une assise culturelle. Tout ça, c'est très important dans les données avec à partir desquelles on va discuter. D'accord. Maintenant, si tu prends des clubs comme le Sporting Club de Gagnoa, l'ASCB, le Réveil Club d'Aloa, le Sakraboutou et autres, Asie d'Abengourou, le l'UEC Bassam et autres, ce sont des clubs qui, demain, oui, ont une filiation avec la population. D'accord. Si vous n'avez pas terminé, je vais vous laisser terminer en quelques secondes. On a un appelant depuis un bon moment. Monsieur Diomandé Mamadou qui nous appelle de Sipilou. Bonsoir, monsieur Diomandé. Marie-Christine Bégré. Oui. Bonsoir, ma belle. Bonsoir, monsieur Diomandé. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ah, Dieu merci, Dagocha est là. On parle d'Africain et Aztèque. C'est pour ça qu'il a porté bleu rouge aujourd'hui là. Mais ça va pas. Voilà. On vous écoute, monsieur Diomandé. Marie-Christine. Oui. Nous, là, c'est un temps moins. Parce que notre rival africain est forcé de la boue en Ligue 2. On veut donner le courage pour que le cas de la boue là, il doit venir en Ligue 1 et on va faire le concurrence là. Donc est-ce que c'est la fin du règne? Oui ou non? Non. On attend notre rival qui est de la boue là, en 2 là, en Ligue 2 là, l'Africa. S'ils viennent là, tu vas voir, rien d'Afrique, ça va du bois, on est du feu. Il n'y a rien, c'est pas non, on est prêt. On attend, on va venir. Allez, à la 3, on est ensemble, Marie-Christine Bégré. Toujours. Merci beaucoup, monsieur Diomandé Mamadou. Voilà, pour monsieur Diomandé Mamadou, c'est aussi un nom, comme vous tous sur le plateau. Oui, je vous laisse terminer, voilà, Dagocha. Pour finir, c'est juste pour dire que des clubs qui pourraient, dans une certaine mesure, inquiéter le règne de la SEC en Afrique sont ces clubs-là. La Zida Bengourou, l'UEC Bassam, le Sporting Club de Gagnoa, ces équipes-là, déjà qui ont une assise culturelle et régionale. C'est à partir de là qu'on pourrait dire que la SEC peut perdre quelque chose, l'Afrique pourrait perdre quelque chose. Parce que la SEC et l'Afrique sont déjà des équipes qui sont représentées au plan national. Donc ils remportent ou pas des trophées ou pas, c'est pas ça qui générait dans leur hégémonie, qui générait quelqu'un. Non, rien du tout. RCA, AFAD peuvent remporter tout ce qu'ils veulent. Ils ne remplaceront pas la SEC et l'Afrique, non seulement dans le cœur des Ivoiriens, mais même au niveau du palmarès, ce n'est pas possible.
C'est bien noté. C'est aussi non hein, pour Clément. Oui, c'est non pour Dagochal, non pour Clément. Oui, tout à fait. Je pense que c'est un non pour moi, même si la SEC va perdre son titre et qu'il y a quelques résultats sur les dernières années qui font croire que ces deux monuments du football ivoirien sont en difficulté, mais je pense que c'est du déjà vu. Pourquoi? Parce qu'on a vu même dans les années antérieures, les clubs tels que le Sporting Club de Gagnoa, 76-77, aller chercher un titre, le Stella Club, le Grand Stella des années 80 également, aller chercher des titres, mais comme pour prêter l'interrogation de Dagochal, où sont ces clubs-là aujourd'hui? Je pense qu'ils sont deux formations qui sont ancrées dans l'esprit des supporters ivoiriens, dans l'esprit de la population ivoirienne également. Et moi, je vais parler de remise en cause de l'hégémonie de ces deux grands-là. Si il y a deux équipes qui me font les parcours, qui me font des épopées formidables comme l'Africa de 85 à 89 qui va chercher ces 5 titres-là, la SEC de 90 à 95 qui va chercher ces 6 titres d'affilée également. Et puis voilà, j'aimerais également voir un club qui va aller titiller les autres clubs africains, aussi la compétition africaine également. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on parle de représenter la Côte d'Ivoire, est-ce qu'on parle de d'autres clubs que la SEC Mimosa ou que l'Africa Sport? Non, je pense que la SEC est toujours là. Est-ce qu'on parle de FC San Pedro qui va en demi-finale de Coupe de la Confédération? Est-ce qu'on parle de Racing Club d'Abidjan qui va en finale de Champions League? Pour l'instant, ces clubs-là n'ont pas encore titiller le palmarès, n'ont pas encore titillé l'histoire, le vécu de ces deux monuments du football ivoirien. Après, on peut parler d'un modèle qui commence à se fragiliser. On pourrait voir naître de nouveaux supporters ou encore de nouveaux clubs avec de nouvelles visions pour aller titiller ces deux noms du football ivoirien. Mais pour dire que non, et c'est la fin du règne, je pense que ça serait un peu fort parce que ce sont deux clubs qui sont ancrés dans l'esprit des supporters ivoiriens. D'accord. Pour vous, donc, ce n'est pas la fin du tout du règne de l'ASEC et de l'Africa. Voyons l'avis de M. Ladji qui nous appelle de Dioman. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et puis, on vous écoute. Est-ce la fin du règne de l'ASEC et de l'Africa sur le football ivoirien? Ah, bonsoir, ma belle. Il dit bonsoir à la Grande Team. Voilà. C'est difficile de vous avoir, parce qu'ici à Dioman, franchement, c'est difficile. Ah, mais on est content, vous avez réussi aujourd'hui et on est ravis. Alors, on vous écoute. Vraiment. Ça me fait plaisir que Dagochal est là. Moi, je suis actionnaire. Tu te souviens de moi? Je vais vous dire que oui. C'est même pas une question non à poser. Parce qu'aujourd'hui, quelle que soit l'équipe, quelle que soit ce qu'elle est, il y a des hauts, il y a des bas. On a vu à un moment donné où le Real, excusez-moi du terme, mais où Lyon battait toujours le Real en Champions League. Le Real ne dépassait pas 8e de finale. Ouais. À un moment donné. Mais depuis l'arrivée des Zidane, et puis bon, avec ceux-là, le Real a commencé à se reprendre. On a vu l'AC Milan qui a perdu un moment donné jusqu'à l'effet de Milan. Quand José Mourinho est venu, il a pris la coupe. Bon, la SEC et l'Africa, quel que soit ce qu'elles sont, elles vont toujours régner. Mais il y a des hauts et il y a des bas. Imaginez que l'Africa aujourd'hui prenne le dessus et puis il verra que les deux rentrent en Ligue 1. Vous allez voir que tout va changer. Voilà. D'accord. Tout va changer. Et nous allons revenir dans notre temps à cette Africa. Voilà. Et les terrains seront vraiment remplis. D'accord. Inch'Allah, vraiment. On a hâte, on attend. D'accord. Merci beaucoup en tout cas pour votre participation à l'émission. Voilà. Toute la population de Dioman vous salue. On les salue aussi, on les embrasse bien fort. Voilà. Merci de nous suivre et merci d'être fidèle à la Grande Team. Oui, Roger Stéphane. Non, comme les autres, je dis non, parce que je n'en vois pas vraiment pour l'instant. C'est vrai qu'il y a une saison un peu loupée du côté de l'ASEC Mimosa. Et puis l'Africa se débat un peu au niveau de la Ligue 2. Les deux équipes sont un peu en difficulté, mais ce n'est pas vraiment la fin de leur règne. Si on prend les chiffres, depuis 1956, l'ASEC a 29 titres de champion. Les derniers titres de l'ASEC, c'est 2021, 2022, 2023. L'ASEC est tenant du titre. L'Africa a 18 titres. C'est vrai que le dernier titre de l'Africa date un peu, c'est 2011, ça fait 13 ans. Mais l'ASEC se porte très très bien. L'ASEC est régulier, l'ASEC est performant au plan local. Les jeunes et noirs gagnent très bien, ils sont là. D'ailleurs, ils sont champions du monde en titre. Un champion de Côte d'Ivoire en titre. Donc, champion de Côte d'Ivoire, leur règne est encore en cours. Donc, il n'est même pas arrêté. Maintenant, il faut savoir que leur règne a été mis en difficulté par le passé. Clément Yeto a raison, il a cité Bassam, Stade et Stella.
Mais la meilleure contestation, c'était le CW Sport de San Pedro et l'Air Standard. De 2012 à 2016, pendant 5 ans, Tanda et le CW ont mis vraiment la SEC et l'Africa en difficulté. Les deux équipes végétaires derrière ces deux formations qui ont été championnes. Là, ça a été vraiment contesté. Mais sinon, pour l'instant, je n'en vois pas du tout. Tout va bien chez la SEC Mozart. L'Africa est en train de se débattre pour remonter. Tout va bien aussi l'Africa. Hein? Oui, bon, d'accord, mais l'Africa en Ligue 2 quand même. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas battre. Oui, mais Dago Charles, laissez-le argumenter. Contrairement à la SEC, l'Africa en Ligue 2 est en train de se battre pour venir en Ligue 1. Et la SEC est patron de la Ligue 1 en titre. Donc, ce n'est pas la même chose. Maintenant, où je ne suis pas d'accord avec eux, je vais expliquer ça tout à l'heure, c'est que quand Dago Charles dit que les nouveaux clubs ne peuvent pas contester l'hégémonie de la SEC l'Africa, je dis non. Je dis non. Parce qu'un nouveau riche peut contester l'hégémonie de ces deux clubs. La preuve, quand le CW Sport de San Pedro avait les moyens, le CW a été champion pendant 3 ans. Quand l'Air Standard avait les moyens, l'Air Standard a été championne pendant 2 ans. Si vous allez ailleurs en Europe, il y a quelques années, on ne connaissait pas bien Chelsea. Quand le milliardaire russe a mis les fonds à Chelsea, Chelsea est devenu un grand club. C'est pareil pour les fonds qui ont relevé aujourd'hui Manchester City. Et depuis 11 ans, les fonds qataris ont fait monter le Paris Saint-Germain. Donc si un nouveau riche vient qui prenne une équipe, comme c'est en train de se faire pour FC San Pedro, oui, ce nouveau riche-là peut contester l'hégémonie de la SEC Musée de l'Africa Sport d'Abidjan. Ça a été déjà vu avec le CW Sport et San Pedro de l'Air Standard, qui malheureusement, comme ils n'ont plus d'argent, ces deux équipes sont mortes. Mais sinon, si un nouveau riche, avec un vrai projet, vient et se bâtit et se construit, peut contester l'hégémonie de la SEC et de l'Africa. D'accord. Voyons le palmarès du championnat national et de la Coupe nationale ces 10 dernières années. Alors, 2013, c'est la SEC qui est championne. 2014, l'Africa Sport, c'est au niveau de la Coupe nationale, autant pour moi. Alors, vainqueur de la Coupe nationale, 2013-2014, la SEC Mimosa. 2015, Africa Sport d'Abidjan. 2016, le CW Sport de San Pedro. 2017, Africa Sport d'Abidjan. 2018, la SEC Mimosa. L'UFC San Pedro gagne la Coupe nationale en 2019. Il n'y a pas de compétition, je crois, en raison de la Covid et de la comment on appelle ça, la crise avec le Conor. Il n'y a pas eu de compétition en 2020, 2021, 2022. Et en 2023, c'est la SEC Mimosa qui a gagné cette Coupe nationale. La période vide, c'était la période de la normalisation. Alors, on remonte encore en 2013, c'est le 2013. En ce qui concerne la Ligue 1, le tableau nouveau de la Ligue 1, 2013, c'est le CW Sport de San Pedro qui est champion. 2014, également le CW Sport de San Pedro. Ensuite, l'Air Standard avait été champion sur 2 saisons, 2015 et 2016. La SEC va reprendre les commandes 2017-2018. La SOA va se glisser en 2019. Le Racing Club d'Abidjan en 2020. Et puis la SEC va reprendre les commandes 2021, 2022, 2023 pour le titre de champion de Côte d'Ivoire. D'accord. Parlons donc de ces clubs émergents. Vous avez parlé tout à l'heure de FC San Pedro. Le président délégué du FC San Pedro, Bouaziz Abdelkarim, a dévoilé les ambitions de son club à notre micro. On l'écoute. Voilà, il n'y a pas un grand secret, c'est le travail seulement. C'est le travail, le sérieux dans le travail, dans les entraînements, l'application des instructions du coach au niveau sportif, la discipline, sont très disciplinés. Au niveau de la direction, on travaille bien, comme d'habitude. À tous les niveaux, on travaille bien et c'est le résultat de bon travail. Jusqu'à maintenant, toutes les primes sont payées, tous les salaires sont payés. Dieu merci. D'accord. C'est une autre chose qui facilite la tâche et facilite les bons résultats. En principe, nous, on est dans un bon élan. On travaille match par match. Toujours, on cherche la victoire, comme tous les clubs. Et dans tous les cas, que le meilleur y gagne. Voilà, c'était donc le président Bouaziz Abdelkarim. Oui, Dago Charles, moi aussi ses propos. Ah non, je le félicite. Il n'y a pas longtemps. Ils ont racheté le club de San Pedro. Ils en ont fait aujourd'hui un des meilleurs clubs du championnat. C'est tant mieux. Mais pour moi, sont tous ces mêmes feux de paille, là, pour moi. Parce que pour moi, un club, d'abord, c'est une identité. C'est d'avoir une identité, un club. Si vous voulez rester dans la durée, vous voulez perdurer, vous voulez régner, c'est d'avoir une identité. Et un club comme le FC San Pedro
n'a pas d'identité. En général, quand vous regardez, quand on finit le championnat, ils ont 5-6 joueurs, c'est pour aller les faire passer par la Tunisie, aller faire leur business. C'est pas ça, ce n'est pas ça ce type de club comme l'ASEC, l'Africa, qui se sont construits d'abord une véritable assise culturelle avant de penser à pouvoir vendre des joueurs et régner sur le championnat ivoirien. Donc, moi, je suis content pour eux. Ils nous permettent d'animer le championnat. Ils gagnent. On a vu, quand Roger Stéphane parle d'un milliardaire, on a vu des milliardaires prendre Tanda. Hein, on a vu des milliardaires prendre Tanda. Ils ont été 2 fois champions. Mais ça n'a pas duré. On a pris aussi FC Saint-Pédro. Les gens demandaient à faire le maximum qu'ils pouvaient pendant 3 saisons. Il allait même en finale de la Coupe d'Afrique, tout et tout. Mais ça n'a pas duré. Parce que quand vous n'avez pas une identité, vous êtes juste une équipe. Vous êtes une équipe, vous allez jouer le championnat, vous allez gagner. Et puis, 1 an, 2 ans après, vous allez rentrer dans les rangs. C'est bien noté. Nous sommes en direct sur la 3 jusqu'à 22h. Donc, il nous reste juste quelques petites minutes. Le débat de ce soir, est-ce la fin du règne de l'ASEC et de l'Africa? Des acteurs du football ivoirien et des journalistes sportifs se prononcent justement sur le sujet. On écoute. Sur ces 5 dernières saisons, l'ASEC a été champion de Côte d'Ivoire sur les 3 précédentes saisons. Et puis, l'ASEC représente mieux la Côte d'Ivoire sur le plan africain. L'ASEC a été demi-finaliste de la Coupe de la Confédération la saison dernière, quart de finaliste cette saison. L'ASEC a fait le doublé la saison dernière. Je pense que l'ASEC n'est pas en fin de règne. Par contre, l'Africa, lui, il y a longtemps que l'Africa est déclassé. La preuve, le club est en Ligue 2. Ça fait 3 saisons que le club se bat pour revenir en première division. C'était grand club, tout comme l'ASEC, c'est les 2 plus grands clubs du pays. Pour l'histoire, mais sur ces dernières saisons, l'ASEC règne, l'Africa est en perdition. Maintenant, est-ce que l'Africa disparaît totalement? Non. Même en Ligue 2, l'Africa fait toujours parler. Même en Ligue 2, la preuve, c'est l'Africa qui remplit les stades en Ligue 2. Donc, l'ASEC n'est pas en fin de règne. L'ASEC vit, l'ASEC est la patronne du football ivoirien. L'Africa est un peu déclassé. Je dirais oui pour l'Africa depuis quelques années maintenant, non pour l'ASEC, parce que l'ASEC est un grand club, même si l'Africa reste un grand club, un puissant club, un club que j'aime, avec ses supporters qui sont extraordinaires. Mais ça fait quelques années maintenant l'Africa finit son règne. Aujourd'hui, c'est un club qui lutte pour la montée. L'ASEC, non. L'ASEC est un grand club avec une institution forte. Un grand club peut connaître une année difficile, une année très difficile, et repartir l'année d'après. L'ASEC et l'Africa ne font plus peur à un club. Vous voyez que le temps change, les idées changent, les hommes changent, et chaque équipe essaie de s'organiser pour pouvoir tirer le meilleur de ce qu'elle a. Aujourd'hui, vous voyez un peu le résultat de l'ASEC et de l'Africa sur le plan national, qui se répercute même sur le plan international. Franchement, c'est un peu compliqué parce qu'il va falloir un peu revoir un peu leur vision pour permettre à l'ASEC d'être ce qu'elle était. Je crois bien qu'avec le temps, ça sera compliqué pour l'ASEC et l'Africa de pouvoir imposer leur suprématie dans le championnat. La situation actuelle de l'ASEC et de l'Africa ne prouve pas la fin de l'ère Air. Le règne de l'ASEC et l'Africa ne peut pas mourir comme ça. Bon, je peux dire que c'est un passage à vide pour l'ASEC et l'Africa. Donc, c'est des équipes qui demeurent de grandes équipes. Je crois que ce n'est pas la fin de rien de l'ASEC. Voilà, c'est juste un accident de parcours, mais ce n'est pas une fatalité. Voilà, tous les grands clubs ont connu comme ça des années. Cette année, ça a été très, très, très dur. Et de mémoire, depuis l'ère du président Roger Ourien, je crois que c'est une des premières fois. Donc, c'est juste que c'est un accident. Et on va se relever. Ça, c'est pas un problème. On va se relever. On souhaite aussi que l'Africa monte en Ligue 1 pour apporter plus d'engouement. Parce que moi, personnellement, j'ai envie de retrouver le derby ASEC Africa. Le derby se joue sur le terrain, dans les tribunes, avant, pendant et après le derby. Donc, j'ai envie de revivre ça. Voilà, et dans la foulée, le public sportif ivoirien s'est aussi exprimé sur la question LGT. La fin de règne de l'Africa et de l'ASEC. Au contraire, ça va encore pousser même ces clubs-là à travailler plus. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas seulement s'attarder sur ces 2 clubs. Voilà, il y a des clubs aussi qui veulent aussi donner, qui veulent aussi jouer, qui veulent se faire voir. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une occasion et c'est tellement bon.
Si vous voyez aujourd'hui que LCA joue, que les stars sont pleins, les gens sont contents. C'est plus une question d'ASEC, c'est plus une question d'Africa. Africa va jouer, on va aller au stade. Mais quand il y a des nouveaux clubs qui viennent comme ça fait que le championnat est très intéressant. Et puis il y a des jeunes joueurs aussi qui veulent vraiment se donner. Parce qu'aujourd'hui, pour rentrer à la SEC, c'est difficile. Je ne crois pas. Parce qu'on vient d'éliminer la SEC tout de suite là, en quart de finale. Voilà. Je sais qu'ils sont tous là, parce que la SEC, c'est les anciens clubs. Ils ont tous honoré la Côte d'Ivoire. Mais ce qui concerne par rapport à l'Africa, ils ont eu quelques difficultés. Mais le football, là, ça arrive. Mais je sais qu'ils vont monter en force. C'est des clubs historiques. Ils peuvent pas, même si l'Africa est en deuxième division aujourd'hui, mais il peut pas. C'est pas la fin de leur règne. Bon, ça fait du bien au championnat ivoirien, vu qu'il y a les nouveaux acteurs, ça développe, il y a les nouveaux joueurs qui viennent. Tout ça, ça fait partie de la beauté du championnat ivoirien. Moi, selon mon avis. Je dirais non, parce qu'on a vu quand même la SEC s'illustrer de très belle manière au niveau de la Ligue des Champions récemment, qui a quand même fini là, en quart de finale. Voilà, c'est pas rien. Et au niveau du championnat, la SEC revient bien quand même. Voilà, on l'a vu avec les matchs en retard qu'il avait relégués je pense au 8e rang. Aujourd'hui, ils sont 4e, ils reviennent bien, donc je pense que ce n'est pas la fin de leur règne. Maintenant, en ce qui concerne l'Africa, c'est un peu plus complexe. Parce qu'une équipe qui joue en Ligue 2, on ne peut pas dire qu'elle est vraiment en santé. Mais on a vu les récentes performances qui portent à croire que l'Africa peut revenir à son meilleur niveau. Donc on espère voir l'année prochaine dans l'élite, la SEC et l'Africa. Donc je pense que ce n'est pas encore la fin de leur règne. D'accord, donc en majorité, après ces différents avis, ce n'est pas du tout la fin du règne de la SEC et de l'Africa. Mais bon, messieurs, est-ce que la concurrence faite à la SEC et à l'Africa, finalement, c'est une bonne chose dans l'ensemble pour le football ivoirien, Clément ? C'est une bonne chose. Oui, tout à fait, c'est une bonne chose et c'est ce qu'on veut voir parce qu'on a l'impression qu'il y a certains clubs qui dorment au lieu d'aller concurrencer la SEC Moza ou encore cette formation de l'Africa Sport parce que je pense qu'il y a de la place. On parle du modèle de FC San Pedro qui arrive petit à petit, qui doit s'installer dans un long règne également, aller chercher ses trophées au plan national, aller chercher les compétitions africaines pour qu'on puisse dire que ouais, le FC San Pedro ou encore le Racing Club d'Abidjan sont en train de remettre en cause la domination de la SEC Moza et de l'Africa Sport. Nous, on aimerait voir un championnat serré, un championnat où il y a du suspense, un championnat où les équipes s'évaluent, où il n'y a pas trop de décalage comme en Première Ligue où le premier est capable de mettre en difficulté, le dernier est capable de mettre en difficulté le premier, où les salaires sont bien payés, où les jeunes gens vivent de leur métier. Quand c'est comme ça, je pense qu'on aura quand même de top équipes, on aura de top championnats également, on aura des équipes solides, des équipes puissantes également pour aller chercher des trophées sur le continent africain. Voilà, bien sûr. Donc le sujet du débat de ce soir, est-ce la fin du règne de la SEC de l'Africa? C'est non, pour la quasi-totalité. Bon, c'est la fin de l'émission de ce soir, mais avant de conclure cette émission, nous vous invitons, chers téléspectateurs de la 3, à revivre les prouesses de Zinedine Zidane lors d'un match de gala. On regarde. M'amuser un peu, et après je prends le relais. Parce que Zizou, il s'amuse. Allez, continue Zidane! Merci, la série de jongles on est pas loin d'un doublé et les applaudissements de Jimmy Briand. Ah ouais, on parlait de... C'est éternel aussi parce qu'il le met bien. Alors, on revoit le... 1, 2... Ouais, il y en a eu quelques-unes là. Ah, on est à la fin. Ouais, et il y en a eu au moins 8 ou 9. Alors, Zizou. Zinedine Zidane, le Marseillais. Quel régal. Vous savez qu'il y a certains parmi nous qui, quand ils ont vu jouer des gens comme Zinedine Zidane, ils ne sont pas impressionnés par Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Parce que Zidane, c'est un vrai seigneur. À Bordeaux, c'était un génie. Il arrive à la Juventus de Turin. Il commence à s'imposer véritablement sur le continent européen. Il explose au Real de Madrid. Avec l'équipe de France, il gagne la Coupe du Monde en 1998. Il conduit la France en finale du Mondial 2006 avec Maestria. Ce Zidane, c'était vraiment... En France, c'est entre Michel Platini et lui, on cherche encore qui est le meilleur joueur français de tous les temps. En tout cas, Zidane. Le grand Zidane, oui, reconverti actuellement en très bon coach. Voilà, c'est la fin de l'émission de ce soir. Merci Dago Charles, merci Roger Stéphane, merci Jean-Philippe, merci Clément. Je voulais dire à Roger Stéphane que l'Africa se porte bien. D'accord, ok. En Ligue 2. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Voilà, deuxième carton jaune pour Dago Charles et Roger Stéphane. On se retrouve demain en direct sur la 3. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites du sport.